D'abord, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous Océan et Climat et je précise d'emblée que la réunion est enregistrée. Cette rencontre se déroulera de la façon suivante. On aura un premier temps d'échange avec les intervenants que je remercie d'être là et que je vais vous présenter juste après. Et puis, on aura un temps d'interaction avec le public que je remercie également d'être présent. Et à cet égard, je vous invite tout au long de nos échanges, des présentations, à poser vos questions dans la section dédiée. Vous voyez en bas de votre écran, à côté de l'icône discussion, il y a une icône questions et réponses qui permettra de conserver le suivi de vos questions et de les adresser dans un second temps. Au terme de ce rendez-vous Océan et Climat, l'objectif est de publier un policy brief qui, espérons-le, synthétisera les principales conclusions de nos participants et permettra de répondre à vos questions et à celles qu'on n'aura pas eu le temps de traiter. Je me présente rapidement, donc Gauthier Carl, ça fait 1 an que je travaille à la plateforme Océan et Climat, à la coordination des ONG du comité France-Océan. Et donc j'aurai le plaisir d'animer cette 7e édition des rendez-vous Océan et Climat, alors malheureusement en ligne, avec un peu moins du faste d'antan dont on pouvait profiter lorsqu'on se réunissait à la Maison des Océans, mais on va quand même essayer de vous garder concentré jusqu'au bout sur cet enjeu majeur, qui est donc la planification de l'éolien en mer et plus précisément la prise en compte des impacts sur la biodiversité des projets éoliens en mer. J'ai le plaisir aujourd'hui donc d'être accompagné, comme il l'est coutume, de membres de la plateforme Océan et Climat, sur lesquels je compte pour nous éclairer au mieux et que je remercie pour avoir honoré notre invitation. Donc, nous entendrons dans un premier temps Ghislain Ferrand, adjoint au sous-directeur des systèmes électriques et des énergies renouvelables au sein du ministère de la Transition écologique et plus particulièrement donc, au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat, la fameuse DGEC. Il sera suivi d'Élodie Martinique-Cousty, pilote du réseau Océan, Mer et Littoraux de la Fédération d'associations France Nature Environnement et également vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Puis interviendra Nathalie Nikhil, directrice de recherche CNRS à l'Université de Caen depuis 2012, qui travaille au laboratoire Borea, donc Borea pour biologie des organismes et écosystèmes aquatiques. Ces travaux portent sur la modélisation du fonctionnement des réseaux trophiques, de ces interactions avec les réseaux d'acteurs ou sur le développement d'indicateurs de santé des écosystèmes. Nous fait également l'honneur de sa présence Rémi Castera, directeur technique et environnement chez WPD Offshore, producteur d'électricité donc 100% renouvelable, qui finance, construit et exploite notamment des parcs éoliens en mer. Et enfin, Tobias Troll, pour amener une touche européenne à cette réunion, directeur des politiques marines chez CISAT-RISC, organisation européenne qui regroupe les ONG qui travaillent en faveur d'un océan en bonne santé. Et avant de vous laisser la parole, je souhaitais rapidement poser quelques bases des échanges à venir. On avait en novembre 2020 la Commission européenne qui publiait sa stratégie pour les énergies marines renouvelables, à l'intérieur de laquelle l'éolien en mer prend une place prégnante, notamment dans le cadre de l'objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre que s'est fixé l'Union européenne. Évidemment, cette ambition est favorisée par le potentiel offshore européen, premier territoire maritime au monde, et notamment, en ce qui nous concerne aujourd'hui, le potentiel offshore français, du fait de l'ampleur de sa zone économique exclusive, la seconde mondiale, et je rappelle ce chiffre que l'on rappelle toujours avec près de 11 millions de kilomètres carrés. Alors, petit retour en arrière, la première ferme éolienne flottante était installée au Danemark en 1991. C'est une énergie et une technologie qui est devenue depuis bien plus compétitive et qui tend à prendre place dans les mix énergétiques. C'est d'ailleurs l'ambition que s'est fixée la ministre de la Mer qui disait souhaiter parvenir à 25% de production d'électricité française en offshore d'ici 2050. Pourtant, la France accuse un retard sur ses voisins européens comme l'Allemagne, le Royaume-Uni notamment, qui disposent de grands parcs éoliens offshore. L'éolien en mer, c'est d'abord un défi industriel, évidemment, en matière de production électrique, posée ou flottante, mais c'est également un défi environnemental, sujet à de nombreuses crispations, comme en témoigne l'inquiétude des pêcheurs concernant notamment la conciliation des usages, mais également pour d'autres raisons, la vigilance des associations environnementales sur l'implantation de ces parcs éoliens
Et on pourrait dire même qu'il y a un véritable enjeu d'acceptabilité par les publics, aussi variés soient-ils, des projets éoliens en mer. Ce rendez-vous Océan et Climat ne peut évidemment pas se saisir de tous ces enjeux et donc notre ambition est de revenir sur les moyens à mettre en œuvre pour, durant la planification, mieux prendre en compte les impacts sur l'environnement, sur la biodiversité des projets éoliens en mer, de leur naissance jusqu'à leur démantèlement. Et à cet égard, je voulais conclure cette courte introduction en rappelant les différentes étapes d'un projet éolien offshore parce qu'il me semblait important que chacun les ait à l'esprit durant cette réunion. Lorsqu'un projet éolien offshore naît en France, il y a d'abord une définition des zones à vocation dans les documents stratégiques des façades. S'ensuit une identification des zones préférentielles. C'est une étape à laquelle doit concourir la démarche du débat public qui est menée sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Puis interviennent des études environnementales et techniques complémentaires avant que n'ait lieu la fameuse mise en concurrence pour choisir le promoteur et l'exploitant qui conçoivent ensuite le projet avant la délivrance des autorisations, la construction, l'exploitation et, in fine, le renouvellement ou le démantèlement. Et donc, passé ce rapide tableau des procédures qui s'appliquent au parc éolien en mer, je me tourne vers Ghislain Ferrand, qui va achever de vous dépeindre cette ambition française en la matière, puisqu'il représente l'État, avec la question suivante. Quels sont les objectifs en matière de production d'énergie marine renouvelable que se fixe l'État français et comment est-ce que celui-ci s'assure d'une planification qui tienne compte des enjeux écologiques? Et je vous laisse la parole, monsieur. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous pouvez projeter les quelques diapositives que je vous avais. On s'en occupe. Merci beaucoup. Donc, bon, comme vous l'avez dit, hein, je travaille donc au ministère de la Transition écologique, donc à la Direction générale de l'énergie et du climat, donc dans la sous-direction qui s'occupe notamment de l'éolien en mer. Donc, si vous voulez passer à la première slide directement. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste vous commencer par vous rappeler les objectifs français en la matière, tels qu'ils sont aujourd'hui définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. D'abord, revenir à la genèse de ces objectifs. Hein. L'éolien en mer, on le développe pour contribuer à nos objectifs plus largement de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, avec un objectif fixé par la loi d'atteindre 30% de notre production d'origine renouvelable à horizon 2030. En rapide rappel aussi, pourquoi on fait ça, on vient de s'en souvenir. Donc, c'est parce que les énergies renouvelables, même aujourd'hui, alors qu'on a un mix électrique qui est très largement décarboné en France, avec beaucoup de nucléaire et un peu d'hydroélectricité renouvelable, même aujourd'hui, développer des ENR en plus, ça nous permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate, c'est que sur le marché, une ENR supplémentaire, ça se substitue majoritairement aux émissions de centrales fossiles, à gaz ou à charbon, qu'elles soient en France ou à l'étranger, parce qu'on apporte évidemment de l'électricité. Et voilà, un chiffre, c'est qu'en 2019, RTE a calculé que grâce au parc solaire et éolien terrestre, évidemment, on n'a pas encore d'éolien en mer, on a évité 22 millions de tonnes de CO2, ce qui est loin d'être négligeable. Ces émissions annuelles d'environ 12 millions de véhicules. Les ENR, ça contribue à la sécurité électrique également, malgré leur caractère disons, variable. Ça a néanmoins un apport non négligeable. L'éolien terrestre, ça a été 8% de la consommation d'électricité, de la production d'électricité en France en 2020, ce qui n'est pas rien. Et puis, dans une optique plus prospective, on a encore aujourd'hui un mix énergétique qui est à 2/3 composé de fossiles, notamment le carburant des voitures, le combustible pour le chauffage, pour l'industrie. Si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut sortir des fossiles. Donc, la première priorité, c'est évidemment l'efficacité et la sobriété énergétique, mais ça ne suffira pas. Et ce que nous montrent nos scénarios techniques, c'est qu'en plus, on aura besoin d'électrifier l'économie, de, par exemple, mettre des voitures électriques à la place des voitures à essence. Et donc, malgré une consommation d'énergie totale qui devrait baisser grâce à nos efforts, la consommation d'électricité, elle devrait augmenter.
Et d'ici les 15 prochaines années, quoi qu'on fasse sur le nucléaire, 15 ans, c'est à peu près le temps pour sortir une nouvelle centrale nucléaire. Donc, pour les 15 prochaines années, il n'y a que des nouvelles capacités ENR qui pourront être là. Voilà. Et puis, donc, je vous ai mis la trajectoire de la programmation pluriannuelle, donc 2019 jusqu'à 2028, qui montre qu'à partir de 2023, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de développer 1 gigawatt par an d'éolien, soit posé, soit flottant. Voilà, si on passe à la slide suivante, merci. Je voulais aussi vous montrer ceci. Vous avez probablement entendu parler de l'étude Futur énergétique 2050 de RTE qui est sortie en octobre, dont on a beaucoup parlé, et qui présente 6 scénarios de mix électrique compatible avec la neutralité carbone en 2050. Donc, ça va du M0, c'est un scénario où on est complètement sorti du nucléaire en 2050, on n'a plus que des ENR, et au N3, qui est un scénario dans lequel, au contraire, on essaie de développer le plus possible le nouveau nucléaire. Et ce qui est intéressant pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder la ligne éolien en mer. Vous voyez que selon les scénarios, celui avec le plus de nucléaire, on a quand même besoin de 22 gigawatts d'éolien en mer en 2050. Et les scénarios avec énormément de NR, on a besoin de plus. Dans le scénario 100% NR, on a besoin de 62 gigawatts. Donc, voilà, ce que montrent du coup ces scénarios, qui sont des scénarios techniques. Hein, il n'y a pas eu de débat public dessus, la prochaine PPE n'est pas encore prise, mais ça montre quand même que techniquement, on ne pourra pas se passer d'éolien en mer, on aura besoin d'en avoir quand même beaucoup. Alors, entre 22 et 62, ça laisse une certaine marge, mais ça reste important. Donc, si vous pouvez passer à la suite, merci beaucoup. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va planifier ce développement important? Alors, d'abord, on va repartir de la loi. Donc, aujourd'hui, ce que prévoit la loi, justement, c'est qu'il y ait une loi programmatique tous les 5 ans sur l'énergie et le climat. La loi dit que la prochaine loi devrait être prise avant le 1er juillet 2023. Donc, c'est dans cette loi qu'on refixera les grands objectifs énergétiques à horizon après 2030. La loi actuelle donne des objectifs à 2030-2035. Il faudra aller plus loin. Une fois que cette loi sera prise, la programmation pluriannuelle de l'énergie sera révisée. Donc, les travaux sont en train de commencer, hein, parce que c'est un gros travail technique. Donc, voilà, mais elle sera adoptée après la loi pour être déclinée. Et donc, elle fixera des objectifs nationaux de développement de l'éolien en mer et elle les déclinera, elle pourra les décliner par façade maritime, comme ce que fait un peu déjà la programmation pluriannuelle de l'énergie actuelle. Un point important, hein, c'est que le public sera évidemment associé à cet exercice. Il y a une concertation du public qui est prévue par la loi. Dans le même temps, il est prévu une révision des documents stratégiques de façade également à horizon 2024, également avec une association du public. Donc, l'articulation entre les deux, c'est la PPE fixe l'objectif national et éventuellement sa déclinaison par façade, mais vraiment juste, grossièrement en termes de gigawatts par an éventuellement. Le DSF, eux, fixe des cartes de vocation, ce que je rappelais en introduction, pour planifier les usages en mer, mais pas que énergétique, également pêche, trafic, loisirs, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais donc, ça permettra d'avoir un peu des macro-zones où on dira, voilà, cette macro-zone est plutôt défavorable pour l'éolien en mer, celle-là plutôt favorable. Et donc, les deux ensemble, ça nous permettra justement d'avoir une planification plus fine de où mettons nos parcs. Et donc, tout ça ne nous donnera pas des emplacements précis. Donc, une fois que ces deux documents sont pris, la poursuite logique de la démarche, ensuite des débats publics qui sont organisés pour lancer des projets de parc et qui permettent d'avoir vraiment la fixation des emplacements précis des parcs. Et avec une nouveauté qui a été introduite dans la loi récemment, qui est que maintenant les débats publics peuvent porter sur plusieurs parcs à la fois. On n'est plus obligé d'avoir un débat public par parc, mais ce qui permet d'avoir une bien meilleure information du public, donc de pouvoir faire un débat sur une perspective sur plusieurs années en disant voilà, on envisage d'avoir X mégawatts sur cette façade et trouvons plusieurs parcs qu'on fera en plusieurs années. Donc, voilà un peu notre démarche de planification.
Évidemment, pour qu'elle soit efficace et pour qu'elle prenne bien en compte les enjeux de biodiversité, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance du milieu marin. Alors, on fait déjà un certain nombre de choses que je rappelle ici. Alors, aujourd'hui, déjà, la première étape, avant les débats publics, c'est d'avoir une étude bibliographique de tout ce qu'on connaît sur la zone, de manière à éclairer le public sur les principaux enjeux de biodiversité et de déjà identifier au sein des macrozones des DSF les parties qui posent le plus de difficultés, qu'on anticipe en termes de biodiversité, et celles qui, au contraire, semblent plus favorables. Ça permet, au moment où on prend la décision sur l'emplacement précis du parc après le débat public, de déjà avoir pris en compte les enjeux de biodiversité et ainsi que tous les autres enjeux d'usage en mer qu'il faut concilier. Ensuite, l'histoire ne s'arrête pas là, on fait des études pour définir l'état initial de l'environnement. Donc, depuis la loi ESSOC de 2018, c'est l'État qui engage ces études. Donc, une fois qu'on a une idée un peu précise de la zone, donc a priori à la fin du débat public, voilà, on engage des études en parallèle de la procédure de mise en concurrence. Ces études ensuite seront reversées aux lauréats de la procédure de mise en concurrence, donc aux futurs développeurs du parc, qui s'appuiera dessus pour faire son étude d'impact qui servira à obtenir son autorisation environnementale. C'est des études assez longues, hein, ça, on vient de les lancer, on est en train de les lancer en Normandie, c'est des études qui durent 2 ans, donc ça permet quand même d'avoir une bonne vision vraiment sur la zone du parc et à proximité des enjeux de biodiversité et donc de nourrir ensuite la méthode, la démarche ERC. Donc, je mentionne également qu'une fois que le parc éolien en mer est construit, il y a également un suivi environnemental qui est mis en place. Et c'est notamment intéressant parce que les premiers parcs vont bientôt entrer en service. Celui de Saint-Nazaire entrera en service fin 2022, a priori. Donc, ça permettra aussi de nourrir le retour d'expérience, y compris sur les premiers parcs. Ensuite, pour aller plus loin, on a lancé ce qu'on appelle le GT Écume, et qui vise à mieux comprendre les effets cumulés des parcs éoliens en mer. Donc, il y a un certain nombre d'études qui sont prévues, certaines sont déjà lancées sur des couples pression-récepteurs. Typiquement, on étudie les effets cumulés du bruit sur les oiseaux. Donc, il y a une étude là-dessus spécifiquement. Et donc, ça va nourrir notre connaissance des impacts de l'éolien en mer. Et puis, une étude aussi qu'on vient de lancer à peu près l'été dernier, qui va durer 3 ans, s'appelle le programme Migralion, et qui vise à vraiment caractériser toute l'avifaune, donc y compris les chiroptères, sur le golfe du Lion sur 3 ans. Donc, c'est une étude quand même assez ambitieuse. Et qui va permettre de nourrir l'état initial de l'environnement des futurs parcs éoliens posés en Méditerranée. Donc, si vous allez bien aller, voilà. Sur la dernière slide, toujours dans l'optique de nous améliorer sur la connaissance des enjeux, le Premier ministre a annoncé cet été la création d'un observatoire national de l'éolien en mer, qui sera doté de 50 millions d'euros sur 3 ans, et qui vise, alors bon, d'une part à avoir à faire un peu de vulgarisation de toutes les études qui existent déjà, parce qu'on a beaucoup de questions et d'inquiétudes des parties prenantes sur les parcs éoliens en mer. Or, il y a déjà un certain retour d'expérience qui existe notamment dans les pays scandinaves, donc c'est aussi l'occasion un peu de valoriser ça et de mieux le faire connaître au grand public. Mais aussi, cet observatoire va avoir un programme assez ambitieux d'acquisition de nouvelles connaissances. Alors, d'une part, de nouvelles connaissances naturistes sur le milieu marin, avec des études à l'échelle de la façade, donc un peu comme le programme Migralion dont je viens de vous parler, sur toutes les façades maritimes et pas forcément que pour les oiseaux. Et puis, d'avoir des études spécifiques là où le besoin s'en fait sentir pour mieux comprendre l'impact, un impact précis de l'éolien sur le milieu marin. Donc, la première étape, c'est d'identifier les lacunes des connaissances actuelles sur lesquelles les études sont prioritaires. Donc, pour ça, les façades maritimes
travers notamment de leur conseil scientifique, ont été consultées. Elles doivent nous faire des premiers tours d'ici la fin de l'année. On a aussi un panel d'experts scientifiques qui a été consulté également, voilà, qui nous souligne les lacunes les plus importantes. Et sur cette base-là, donc on va confier à l'OFB à l'IPREMER la mission de nous faire une proposition de programme de travail. Donc d'abord pour l'année 2022, et puis ensuite on affinera pour les années 2023 et 2024. Et donc il est prévu que le comité France-Océan soit consulté sur cette proposition de programme de travail. L'ambition, enfin la volonté, c'est de pouvoir lancer les premières études dès 2022, de manière à ce qu'on avance là-dessus. Et donc, tout ce travail d'acquisition de connaissances nourrira aussi notre démarche de planification, un peu dans une démarche itérative où, à mesure qu'on aura des nouvelles données et qu'on connaîtra mieux, eh bien, on nourrira, donc, pour celles qui seront déjà prêtes, des réflexions sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et donc le potentiel réel de l'éolien en mer par façade, des DSF, bien entendu, et puis elles serviront aussi, à mesure qu'elles seront produites, à nourrir les débats publics sur les projets de parc. Voilà en première intention ce que je vais vous dire sur la planification vue de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Ferrand, pour cette très bonne présentation qui pose un peu ce contexte national, qui nous permet de nous projeter à la fois et qui nous montre que l'un des enjeux saisis par l'État est bien l'acquisition de connaissances avec cet observatoire éolien en mer, dont on voit qu'il associe un certain nombre de parties prenantes. Effectivement, les parties prenantes sont nombreuses à se saisir du sujet, et notamment les acteurs associatifs de protection de l'environnement, à l'image de France Nature Environnement, représentée ici par Élodie Martini-Cousty, à qui je passe la parole pour qu'elle nous expose un peu son point de vue, celui d'une association investie sur ces sujets, justement sur les impacts de l'éolien en mer sur la biodiversité marine et sur les enjeux d'une planification en mer réussie. Merci beaucoup, Gauthier, et merci, Monsieur Ferrand, d'avoir ouvert le bal. Alors, moi, je vais revenir sur un enjeu qui est important parce que nos associations de France Nature Environnement participent au débat sur les projets d'éolien offshore et maintenant sur les macrozones. Et depuis donc quasiment 11 ans maintenant, puisque les premiers débats ont démarré en 2010. Et vous savez que nous siégeons dans toutes les instances nationales, locales, régionales qui concernent le maritime et la biodiversité, que ce soit le CNB, le CNPN, la Commission supérieure perspectives et paysages du MTE, mais aussi le CNML, qu'on s'implique dans toutes les étapes des DSF et de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin via les conseils maritimes de façade, qu'on organise en permanence des ateliers en région pour faciliter les échanges justement sur les différentes directives européennes qui concernent la mer, que ce soit la directive 4 sur l'eau, la directive 4 stratégie pour le milieu marin, les directives Natura 2000, qu'on élabore des cahiers d'acteurs lors des débats publics ou des enquêtes publiques sur les projets, qu'on organise même des ateliers avec les différentes CPDP en façade, et qu'on anime plusieurs groupes de travail au sein de notre famille associative et au-delà, à la fois sur les aires marines protégées, sur ERC en mer, et qu'on participe aussi à des ateliers européens avec RGI et la coalition offshore. Bref, on a un peu cette expertise aussi de sensibiliser, jusqu'à sensibiliser 2 millions de personnes par an aux enjeux de la protection de l'environnement. Alors là, si je vous montre cette carte, c'est que je veux repartir de l'exemple de ce qui s'est passé en Normandie, parce que la Normandie a été la première façade en France à bénéficier de la loi ESSOC et de ce qu'on avait porté d'ailleurs avec RTE et avec des promoteurs de l'éolien, enfin avec des énergéticiens, sur le fait d'avoir une vision un petit peu plus intégrée de la politique maritime et surtout de comment on planifie et comment est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on nous propose, parce que
Dans les conseils maritimes de façade, on ne peut pas dire que les documents stratégiques de façade, je dirais à l'échelle des façades avec l'atteinte du bon état écologique, soient vraiment aujourd'hui des outils performants. Donc, la loi ESSOC nous permettait d'avoir un débat public en Normandie en 2019-2020 où on pouvait s'interroger sur des macrozones que vous voyez là en noir, assurées. Alors, il y avait 2 zones soumises au débat, la 3 et la 5. La 3 plutôt à l'est, la 5 plutôt à l'ouest et au nord. Et c'était la base de départ. Et bien sûr, là, je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se sont passées. Donc, Anaïs, tu peux avancer en 4 points, en gros, comment l'État et les CMF planifient les macrozones. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite nous, mais voilà comment se passent les choses. Donc au début, bien sûr, il faut maîtriser des informations concernant les enjeux techniques favorables ou défavorables à l'éolien. C'est la carte suivante. Il peut y avoir en effet des problèmes de courant, des problèmes de profondeur, des problèmes de vent. Et ça, bien sûr, c'est normal qu'on les prenne en compte dans la mesure où on ne va pas aller installer des éoliennes dans des endroits où il y a trop de courant, comme vous le voyez là en jaune, ou dans des endroits où il n'y aurait pas de vent. Donc, si tu peux passer à la carte d'après. Donc, le deuxième point qui est important pour les services de l'État, c'est de maîtriser, et pour les entreprises, c'est de maîtriser les servitudes réglementaires. Et là, tu peux passer à la carte suivante, c'est-à-dire les couloirs d'accès au port, les couloirs liés au radar, au sonar. Bref, donc là, vous voyez sur la carte déjà, qui paraissait importante tout à l'heure, à quel point on a des servitudes liées à la défense et aux accès au port qui sont très importants. Donc, c'est une fois basé, une fois de plus, sur des enjeux économiques. Et puis, vous voyez attends, tu peux revenir en arrière. Vous voyez trois petites zones bleues qui sont les zones des parcs déjà, je dirais, acquis, dont la construction va démarrer. Donc, le plus à droite, c'est Diable-Tréport, au milieu, c'est Fécamp, et complètement à gauche, c'est le parc de Courseulles. Mais là, on commence déjà à perdre le fil, si tu veux bien avancer, parce qu'on oublie, par exemple, que dans cette zone de la Manche Est-Mer du Nord, on oublie complètement les enjeux qui sont les enjeux de protection du milieu marin et des risques qui sont des risques associés. Et là, par exemple, c'est une carte qui sort d'un film qui a été diffusé longtemps sur le net, mais qui est connu normalement des députés et des sénateurs, qui sont les cartes des armes chimiques et des munitions qui sont le long de nos littoraux. Parce que ces fonds marins, ces littoraux ne sont pas vides déjà de risques au départ. Donc, ce serait bien que ça apparaisse aussi sur toutes les cartes qui sont incluses dans les DSF. Enfin, il faut maîtriser la connaissance des activités maritimes de la façade et leurs impacts pour mesurer le bon état écologique. Ce que nous demande à la fois la directive 4, stratégie pour le milieu marin, mais aussi la directive planification des usages de la mer. Et enfin, voilà, là, on nous propose une cartographie qui était dans le document du maître d'ouvrage, où on a des propositions en bleu ciel de macrozones à soumettre au débat, qui prennent en compte certainement une partie des usages de la mer, mais qui ne prennent pas les risques et qui ne prennent pas les activités existantes forcément et leurs impacts. Ce qui fait que quand on continue et que tu peux avancer, en 4 points, on n'a pas du tout… Alors, je dirais qu'en vert, c'est ce qu'on maîtrise, qu'on sait maîtriser assez facilement, puisqu'en plus, le CEREMA et l'IFREMER et le CHOM sont mis à contribution et savent maîtriser les informations concernant les enjeux techniques qui sont en vert ou les servitudes réglementaires. Mais en rouge, je dirais que c'est vraiment les gros points d'intention
qu'on ne maîtrise pas du tout aujourd'hui et qu'on ne maîtrisait pas déjà à l'époque, c'est-à-dire la connaissance des activités maritimes, de la façade et leurs impacts pour mesurer l'état initial à la fois du bon état écologique et comment on peut l'améliorer pour mettre en œuvre la séquence éviter, réduire, compenser, avant même de mettre et de proposer de l'éolien. Et puis bien sûr, le quatrième point qui est maîtriser cette connaissance du milieu marin, les habitats, les espèces, les couloirs de migration, les écosystèmes, le lien terre-mer et bien sûr les paysages, puisque depuis 10 ans de débat sur l'éolien offshore, et je vous renvoie à la CNDP qui a fait un très très bon bilan de ces 10 ans de débat, les mêmes questions se posent encore aujourd'hui. Donc si tu veux bien avancer, là on arrive à une carte qui nous est proposée avec les enjeux superposés, vous voyez. Alors, vous ne voyez pas très, très bien parce que les légendes sont en tout petit, mais on retrouve nos parcs, nos propositions de macrozones formulées par les DSF, et donc le Conseil maritime de façade qui dit tiens, on pourrait mettre des parcs éoliens à l'ouest, en plein milieu de la façade et puis en haut à droite. Et puis, on a une superposition d'enjeux environnementaux, mais qui ne sont pas forcément bien décrits, avec des petites rayures et des petites icônes, mais qui est une carte qui est en fait pas réglementaire du tout et qui n'explique pas, comme on peut le voir sur la carte suivante, où sont les zones Natura 2000. Là, par exemple, c'est la carte de la localisation du parc de Fécamp avec les servitudes réglementaires des zones Natura 2000, des ZPS et des zones d'importance écologique qu'on ne retrouve pas du tout sur la carte soi-disant parlante et communicante des enjeux environnementaux précédentes que j'ai pu vous montrer. Donc, si on en revient, si vous voulez, à ce qu'il faudrait en gros faire, c'est que aujourd'hui, c'est très bien de créer, avant d'arriver là, merci, c'est très bien de créer un observatoire de l'éolien, c'est sûr, on va en avoir besoin dès que les premiers parcs seront en construction, et c'est le cas aujourd'hui, pour assurer le suivi de leur construction, de leur exploitation jusqu'au démantèlement. Mais aujourd'hui, dans les documents stratégiques de façade tels qu'on les connaît, tels qu'on participe à leur construction, rien ne nous explique, par exemple, aujourd'hui, dans le document stratégique de façade Manchès-Mer du Nord, pourquoi les zones bleues des précédentes cartes que je vous ai montrées, les zones bleues claires, qui sont censées être proposées à vocation d'accueillir de l'éolien, pourquoi elles seraient potentiellement les meilleures macrozones pour accueillir de l'éolien posé au regard des différentes directives, Habitat, directive 4, stratégie pour le milieu marin. Et ça, on n'en a absolument aucune idée. Donc, il n'y a pas d'état des lieux des impacts cumulés des activités existantes. On en est toujours là. Et le GT-ECUM, qui existe, n'aide pas, n'arrive pas à obtenir, ainsi que les services de l'État, les impacts cumulés des activités dans les façades pour voir si, quand on propose des macrozones au débat, on propose des macrozones où ça va vraiment être possible de poser des parcs éoliens. Donc en fait, ce qu'on regrette beaucoup encore, malgré 10 ans de débat, c'est que on part de zones de vocation qui sont des zones de vocation économique dans les documents stratégiques de façade, alors qu'on devrait partir de cartes de vocation comme celle qui est encore à l'écran et qui représentent les richesses et les enjeux de protection du milieu marin. Il faut absolument qu'on arrive à ça, c'est-à-dire que les DSF ne doivent pas se transformer en
développement à tout crin des activités maritimes, mais en protection du milieu marin pour mieux planifier l'éolien offshore. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on part sur les parcs éoliens de Méditerranée et le débat qui a lieu en ce moment à Oléron, eh ben, on nous propose des débats sur des zones Natura 2000 qui ne sont a priori pas faites pour accueillir des activités industrielles qui peuvent dégrader le milieu marin, sachant qu'on n'a pas du tout d'informations à l'heure actuelle sur les impacts des activités déjà existantes sur ces zones Natura 2000 qui constituent quand même des protections assez fortes du milieu marin. Donc, on a vraiment une façon d'avoir fabriqué les documents stratégiques de façade totalement à l'envers. Il faut repartir du milieu, repartir des enjeux de protection, pouvoir évaluer si ces protections sont bien efficientes et si on arrive déjà à reconquérir le milieu marin à partir des activités qui sont déjà existantes, comme la pêche, mais les activités aussi bien maritimes que les activités terrestres, puisque la plus grosse pression encore sur le milieu marin, ça reste l'agriculture. Et puis après, on réduit les impacts qui sont importants et on peut commencer à imaginer de planifier dans des zones l'éolien offshore. Alors, ce qui nous a permis quand même de planifier de l'éolien offshore en Normandie dans le débat qui a eu lieu en 2019-2020, c'est parce qu'on a organisé un atelier planification avec la CPDP au mois de juillet 2020, qui a produit ses effets et qui a permis de montrer que la planification, ce n'était pas de la rigolade, on ne le faisait pas pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais on essayait de le faire de façon un peu sérieuse pour plusieurs années. Et donc, on a aussi à FNE sorti un outil qui s'appelle l'Éoloscope Offshore. Il existe pour l'éolien terrestre et aussi pour la méthanisation et bientôt pour le photovoltaïque, qui est un outil d'aide à l'évaluation d'un projet éolien et à la définition de ce que doit être une macrozone, et qui permettent de contribuer au dialogue territorial et surtout de s'approprier les enjeux de la transition énergétique, mais sans amoindrir les enjeux de la biodiversité qui doivent être absolument au même niveau que les enjeux du climat. Donc, on attend encore beaucoup des services de l'État sur le fait que cette connaissance doit être en permanence améliorée pour arriver à une très, très bonne planification. Sinon, j'ai peur que la PPE et la révision, on n'arrive pas déjà à couvrir les objectifs de la PPE d'ici 2024 et que lors de sa révision, ce soit compliqué d'avoir une augmentation des potentialités de l'éolien en mer, ce que nous ne souhaitons pas particulièrement. Nous souhaitons que l'éolien en mer fasse sa part dans les énergies renouvelables, mais on ne peut pas dire que les choses soient encore tout à fait lisses en la matière. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie, pour cette intervention. Donc, l'on saisit bien cette vision d'une approche intégrée qui repart véritablement du milieu, d'une planification idéale, si je puis la qualifier ainsi. J'invite le public à consulter l'Éoloscope Offshore, qui est un formidable outil d'information. Et puis, je me tourne maintenant vers Nathalie Mikil, qui a une autre approche, celle de la recherche, de la modélisation, qui peut nous apporter des informations complémentaires qu'il est important de considérer avec la question suivante. Qu'est-ce que la modélisation du fonctionnement des réseaux trophiques, de ces interactions avec les réseaux d'acteurs, peut nous dire des parcs éoliens en mer sur la biodiversité à court, à moyen et à long terme? Et je vous laisse partager votre écran. Merci. Mon écran est bien visible? Absolument. Ok, parfait. Donc, les travaux que je vais vous présenter ici, c'est un cycle de 8 ans de travaux qu'on a réalisé donc, au laboratoire Boréailles avec les collaborations qui sont indiquées ici, dans le cadre en particulier du projet trophique de
de l'ANR Investissement d'avenir, et puis aussi de projets financés par la région Normandie. Donc, la question, ça a été déjà de se poser la question de quels outils on pouvait développer pour mieux simuler l'arrivée de ces parcs éoliens offshore. Et on va donc rester en Normandie en prenant le cas du futur parc éolien de Courseulles-sur-Mer, dont les travaux devraient commencer en avril prochain. Donc, le principe du réseau trophique, déjà, et du modèle de réseau trophique, eh bien, c'est qu'on va considérer l'intégralité de la colonne d'eau et du sédiment en posant des équations pour caractériser l'ensemble des échanges dans ce système. Donc, on commence par rassembler les compartiments trophiques en fonction de comportements dans l'écosystème similaires, par exemple des individus qui ont les mêmes proies, comme par exemple ici les invertébrés déposivores ou les poissons planctivores vont être rassemblés ensemble. On a aussi d'autres critères sur le métabolisme, et disons qu'on met ensemble des espèces qui se ressemblent dans les mêmes compartiments. Et ensuite, donc, à partir de là, on va chercher par des équations mathématiques à quantifier les flux autour de chacun de ces compartiments. Donc, c'est l'ingestion en flux d'entrée, la respiration, la production, l'excrétion en flux de sortie, production qui est mangée par d'autres prédateurs. Donc, à partir de là, on obtient donc ce genre de schéma, alors qui en fait est souvent plus complexe puisqu'on travaille entre 20 et 40 compartiments trophiques. Mais vous en saisissez l'idée, hein, c'est qu'on a un réseau d'interaction dans les écosystèmes qui est complexe, avec des effets en cascade qui vont avoir lieu dans ces écosystèmes. Ce réseau trophique, vous voyez comme il est présenté là en fonction des niveaux trophiques, donc avec le principal producteur primaire quand on s'éloigne un petit peu de la côte, qui est le phytoplancton, mais on a aussi les détritus qui servent de base alimentaire. On a donc des herbivores et des détritivores au niveau 2, et puis plus la carnivorie prend d'importance, plus on monte dans les niveaux trophiques. Donc ce schéma du réseau trophique, c'est ce qui va nous servir de base pour comprendre les impacts sur l'écosystème. C'est le point de vue trophique, le point de vue de l'alimentation, de la relation prédateur-proie, qui va être au centre de notre modèle et de notre réflexion. Et donc, à partir de là, on a cherché à simuler ce qui allait se passer. Alors, tout d'abord, dans des modèles sur 1 mètre carré moyen du futur parc éolien de Courseulles-sur-Mer, ici, donc en Manchester. Et pour ce faire, donc, on a commencé par modéliser l'effet récif artificiel. Alors, il faut que je précise ici qu'on s'intéresse à ce qui se passe après une certaine durée de stabilisation. Il faut une dizaine d'années pour que les effets de la construction soient passés et qu'un nouveau système se stabilise autour des mâts d'éolien. Et donc, c'est ce nouveau système stabilisé qu'on cherche à caractériser et dont on cherche à caractériser l'état de santé, le fonctionnement, la résilience, etc. Donc, dans le cas des éoliennes posées, monopieux, telles qu'elles sont prévues à Courseulles-sur-Mer, eh bien, on va simuler l'arrivée, par exemple, de moules, d'anémones, de crabes, l'attraction que ces individus peuvent avoir sur les poissons. En effet, on a un effet récif artificiel qu'on attend être assez fort, puisque dans la zone du futur parc, c'est du sable et des graviers qui sont présents. Et donc, en apportant un substrat qui apporte une certaine complexité, que ce soit l'éolienne elle-même ou les enrochements ou la protection des câbles, etc., tout ça provoque une complexification du substrat, donc des substrats plus durs et plus complexes qui vont permettre le développement d'un certain nombre d'espèces qu'on voit actuellement plutôt sur des rochers. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'effet récif artificiel. Donc, notre première étape, que vous pourrez lire plus en détail dans les articles que j'ai cités ici, consiste à modéliser donc, sur 1 mètre carré moyen du nouveau parc, sur une année moyenne, les effets sur le fonctionnement de cet écosystème, les effets aussi bien directs de l'arrivée de nouvelles espèces que les effets indirects en cascade sur l'ensemble de ce réseau d'interaction, ce réseau trophique. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, dans un deuxième temps, on a aussi cherché à spatialiser cette approche, puisque dans un premier temps, on était uniquement sur le parc éolien de Courseulles-sur-Mer, sur 1 mètre carré moyen. Eh bien, on a cherché à faire une grille de 5000 cellules sur toute cette zone ici en bleu clair, qu'on appelle le modèle baie de Seine étendu, puisque ça va bien au-delà, au nord de la baie de Seine. Donc, pour ce faire,
encore une fois, développer des outils de modélisation qu'on a récupérés des approches écosystémiques des pêches et qu'on a adaptés au cas de l'étude des éoliennes. Donc, on se retrouve, si vous voulez, avec 500 cellules spatiales, et 5000, pardon, et dans chacune de ces cellules spatiales, ce réseau trophique que je vous montrais tout à l'heure. Ces réseaux sont en interaction dans l'espace avec un déplacement des espèces en fonction de leur proie ou de préférendum de substrat, par exemple. Alors, à partir de là, on a pu faire différents travaux sur l'effet récif, mais aussi sur l'effet réserve lié à l'apparition du parc éolien. En effet, on peut imaginer deux façons de faire quand un parc est créé. Soit on essaye de l'organiser pour qu'il y ait un maximum de pêche en son sein, soit on décide plutôt de fermer la zone du parc à la pêche. Dans ce cas-là, ça provoque un effet de mise en réserve, un petit peu comme une petite aire marine protégée pourrait faire. Donc là, dans le cas présent, à Courseulles-sur-Mer, seul 15% de la zone est prévu d'être fermée à la pêche, du fait qu'il y a eu toute une discussion dès le début sur la conception du parc pour essayer de maximiser la pêche à l'intérieur du parc. Mais on aurait pu imaginer d'autres scénarios, et c'est peut-être ce qui se passera dans les parcs, les prochains parcs programmés. On aurait pu imaginer plutôt de chercher une autre stratégie qui consisterait à faire une petite aire marine protégée en fermant le parc à la pêche. Donc ces différents scénarios, on a pu les étudier dans les articles qui sont cités ici. Donc l'idée en parallèle à ça, c'est aussi de modéliser l'effet du changement climatique avec les espèces qui ont tendance à remonter vers le nord en fonction de leurs préférences en termes de température. Le changement de température va décaler la température préférentielle des espèces vers le nord. Donc, on modélise aussi ce déplacement des espèces et on cherche à travailler sur le cumul de ces différents effets du déplacement des espèces liés au changement de température et de salinité liés au changement climatique et ces effets récifs et réserves au sein du parc. Alors, je ne vous présente pas l'ensemble des résultats, on pourra peut-être en discuter plus au fil de la discussion, puisque là, l'idée en 10 minutes, c'est juste de faire une introduction rapide de nos travaux. Mais voilà quelques idées fortes que j'aimerais retenir de ces résultats. Donc, dans un premier temps, l'effet récif. Donc, notre effet récif, qu'on a commencé par regarder en 0 dimension, dans un mètre carré moyen, il était basé sur l'observation des parcs situés plus en mer du Nord principalement, avec une certaine ancienneté et donc un certain suivi assez longtemps après la création du parc pour voir quelles étaient les espèces qui venaient s'agréger. Et puis, on recoupe ça aussi avec des dires d'experts locaux qui connaissent les espèces locales et qui connaissent aussi l'effet récif local. Donc, à partir de là, on a simulé une arrivée assez massive de moules, puisque c'est ce qu'on observe en particulier sur les parcs belges ou danois, et puis tout un ensemble de biodiversité associée. Alors, par rapport à cet effet récif, ce que simule notre modèle, c'est d'avoir un effet qui est plutôt bénéfique à la biodiversité liée à la présence à long terme de ces éoliennes. Donc, biodiversité, biomasse et production du système se retrouvent plutôt augmentées du fait qu'on apporte par le substrat une complexité supplémentaire. On a donc un assez fort changement dans le fonctionnement de l'écosystème, avec un système en particulier qui va plus reposer sur une alimentation sur les détritus que sur le phytoplancton, donc un recyclage plus fort associé. Donc un système qui change assez fortement par rapport à l'état de départ, mais ce n'est pas forcément un effet qu'on peut caractériser de négatif si on parle en termes d'état de santé de l'écosystème. Si notre objectif, c'est que l'écosystème change le moins possible, dans ce cas-là, c'est négatif, mais si notre objectif, c'est d'avoir un système plutôt productif, là, c'est plutôt positif. Donc, tout dépend du point de vue adopté. De ce point de vue, donc on attend aussi, pour valider les hypothèses qu'on a faites, qui sont peut-être un petit peu extrêmes, de voir ce qui se passe sur des socles qui ont été mis en mer pour
étudier cet effet récif. C'est par exemple le cas du projet européen Marinef qui est en cours actuellement. Et donc, on attend avec impatience de voir quelles sont les espèces qui se fixent pour avoir une idée réelle in situ de ce qui se passe en termes d'effets récifs artificiels dans nos eaux. En ce qui concerne l'effet réserve, lorsque l'on simule un scénario aussi proche que possible des objectifs qui ont été annoncés, d'une ouverture du parc à la pêche, dans ce cas-là, l'effet réserve est très limité. C'est uniquement l'effet récif qui a lieu, et à long terme, donc, on ne voit pas d'effet significatif de l'effet réserve. Par contre, lorsque l'on ferme le parc complètement à la pêche, eh bien, on observe cet effet aire marine protégée avec un effet potentiellement positif dans la zone du pourtour du parc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de débordement, où la fermeture à l'intérieur du parc peut être compensée par un enrichissement de la zone adjacente. Et donc, ça peut représenter une opportunité en termes de gestion durable des stocks d'espèces pêchées, en particulier pour les espèces pélagiques. D'autre part, quand on développe donc ces modèles aussi de changement climatique et qu'on vient croiser ces différents scénarios pour étudier le cumul d'impact entre changement climatique et éoliennes, eh bien, on réalise que les effets liés aux éoliennes sont extrêmement locaux et sont en termes d'amplitude extrêmement faibles par rapport à ce qu'on peut observer comme effet des changements climatiques. Alors, ces modèles de changement climatique sont encore un peu grossier. Il va falloir qu'on mette vraiment un gros coup de collier dans les années qui viennent pour améliorer cette compréhension et cette modélisation des effets des changements climatiques sur les écosystèmes marins. Mais disons que dans une première approche, il y a vraiment une très grande différence d'amplitude des impacts. Alors, tous ces travaux représentent les limites liées au modèle choisi. C'est-à-dire que là, je parle bien d'effets sur le réseau trophique, donc qui est entièrement déterminé par la présence de proies, la présence de prédateurs. Si la proie est présente, le prédateur est attiré. Si la proie disparaît, le prédateur s'en va. Mais je m'intéresse qu'à ce forçage-là, c'est-à-dire la relation prédateur-proie. Pour être plus complet, il faudrait rajouter le dérangement, l'effet du bruit, donc toutes les autres pressions qui entourent cette situation et qui vont au-delà de ces effets trophiques. On peut cependant penser qu'on a quand même déjà là une bonne base de réflexion. Ce qui ressort de là, c'est finalement qu'on se retrouve dans une situation où on peut avoir donc plutôt une opportunité qu'un risque associé à l'arrivée des éoliennes, mais que cette opportunité, pour qu'elle soit saisie par les acteurs, eh bien, il est important que ces acteurs se soient vraiment complètement investis dans la réflexion et dans la science, par une science participative, pour que ce soit vraiment un travail main dans la main qui soit mis en place et qu'on arrive finalement à des décisions, en particulier sur le fait d'ouvrir ou non à la pêche ces parcs éoliens, qui soient complètement concertés et complètement en accord. Si on arrive à mettre en place une telle démarche, on pourrait arriver à des exemples d'aires marines protégées extrêmement bien acceptés. Je pense par exemple à la réserve de Banyuls-Cerbère qui a été mise en place dans les années 70 avec les pêcheurs, avec les locaux, et qui aujourd'hui fonctionne très bien avec une mise en réserve intégrale d'une zone et une pêche qui se trouve en très bonne santé autour de cette zone de réserve. Donc l'importance de la concertation, mais aussi l'importance de prendre en compte le fait que là, j'ai parlé d'un cas qui concerne la baie de Seine, donc qui a un système fortement dégradé dès le début de l'étude. Donc aujourd'hui, il a un historique assez lourd de pêche, de drague, de dégradation du milieu et aussi de pollution, et que ce n'est pas forcément à généraliser ces conclusions à l'ensemble des zones des côtes de métropole. Donc, il faut mettre en perspective cette réflexion, d'où l'intérêt d'une planification avec vraiment une réflexion globale sur dans quel état est l'écosystème aujourd'hui et l'importance aussi de raisonner en sanctuarisant un certain nombre de zones dont l'état écologique est à mettre est en bonne santé. Donc, il est important de protéger ces zones-là.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nathalie, pour nous avoir présenté les intérêts de la modélisation, dont on voit qu'elle peut appréhender d'ailleurs le cumul des impacts, et c'est une question sur laquelle nous reviendrons, qui a été posée dans le chat. On imagine bien donc ce potentiel effet récif, réserve à moyen, long terme, dont la magnitude finalement dépendrait un peu des usages autorisés, de la conciliation des usages qui seraient actés. Et l'on a pu entendre à cet égard une association et l'État sur le sujet. Je me tourne maintenant vers Rémi Castera, qui représente WPD Offshore, pour qu'il nous partage la connaissance, les retours d'expérience dont il dispose en tant que promoteur, que constructeur éolien, la connaissance sur ces impacts sur la biodiversité qu'ont les projets éoliens. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer dans cette tribune. Et puis, merci beaucoup à Nathalie, merci beaucoup également à Élodie d'avoir parlé de ce milieu que je connais très bien, puisque j'ai travaillé pendant longtemps et sur le projet Coursol et sur le projet Fécamp. Donc voilà, la Manche, c'est un peu mon terrain de jeu. Et je vais commencer par répondre finalement à une des questions à laquelle n'a pas forcément répondu la DGEC. Finalement, c'est pourquoi aller vers 25% d'éolien en mer. Pourquoi ce changement en fait dans les années à venir? Alors, lorsqu'on fait un choix de société, on répond sur les 3 objectifs du développement durable, économique, social, environnemental. Je vais commencer par l'économique, c'est plié. Voilà, l'éolien en mer, c'est 4,4 centimes d'euros du kilowattheure. C'est le prix que EDF a répondu dans le cadre du projet Dunkerque. Là où, lorsque EDF répond au Royaume-Uni sur un projet de nucléaire, on est à 12 centimes d'euros pendant 40 ans, c'est-à-dire 3 à 6 fois plus cher sur la manière dont on fait. Sur la partie sociétale, je crois que la France a pris le train de l'éolien en mer, alors qu'il n'a peut-être pas su le faire pour les autres énergies renouvelables. Donc pour mémoire, 12 usines actuellement en Europe de l'Ouest, puisque c'est l'Europe de l'Ouest qui tient la corde en termes d'installation de l'éolien en mer, on en a déjà parlé. 12 usines qui fabriquent des éoliennes en mer, il y en a 4 qui sont en France, 2 au Havre, c'est les usines de Siemens, Gamesa, qui fabriquent des éoliennes et des pales, une à Cherbourg, LM Wind, et puis une à Saint-Nazaire avec l'usine de GE. Mais au-delà de ces usines, il y a d'autres annonces qui ont été faites très récemment, par exemple. On a une grande entreprise qui s'appelle Nexans, qui envisage de fabriquer des câbles pour l'éolien en mer en Isère. C'est un peu loin de la mer, mais voilà, c'est une annonce qui a été faite. Et au-delà de ça, on a aussi je salue ici le cluster maritime qui est présent dans la salle, et voilà, et donc des grandes entreprises je dirais de la filière maritime française, comme par exemple les chantiers navals, qui aujourd'hui vont fournir les 3 premières stations électriques en mer pour les projets de Saint-Nazaire, Fécamp et Coursol dans cet ordre, et puis également d'autres entreprises comme par exemple LD Travaux-Océan, donc filière de Louis Dreyfus Armateur, qui est un grand nom de l'installation de câbles en mer. Nexans fournit les câbles, LD les installe. Voilà. Donc tout ça, c'était pour parler du social, parce que bien sûr, ça veut dire plusieurs milliers d'emplois à la clé sur cet aspect-là. Mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas de dire qu'on produit de l'énergie décarbonée. Derrière, il faut aussi produire de l'énergie qui, finalement, va dans le sens de la transition écologique. La transition écologique, c'est oui, évidemment, produire décarboné, mais c'est aussi produire en respectant la biodiversité. Et là, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui de ce point de vue-là. Et si on fait un comparatif finalement de notre filière décarbonée par rapport à d'autres, si je regarde ce qui se passe en mer aujourd'hui, dans l'espace Manche et dans l'espace de la Manche Est, qui a été présenté par FNE tout à l'heure, on a un espace qui est extrêmement nucléarisé, un espace qui
ne serait-ce que, puisque finalement, une centrale nucléaire, c'est simplement un gigantesque évaporateur. Hein. C'est certes une technologie du XXe siècle qui permet qui utilise l'atome, mais c'est aussi par ailleurs voilà, une énergie du XVIIIe siècle de Denis Papin. Enfin voilà, ça fait tourner, simplement ça réchauffe de l'eau qui tourne et qui fait de la vapeur. Et donc cette vapeur d'eau chaude, donc c'est de la consommation d'eau et derrière de renvoyer dans le milieu de l'eau plus chaude, de l'eau sursalée, qui effectivement va avoir un effet sur le milieu. Merci beaucoup à Madame Nikhil d'avoir rappelé que nos projets ont finalement au mieux un effet limité et peuvent également constituer, au-delà de cet effet limité, pourquoi pas, pour peu qu'on adapte les usages au sein de l'endroit où nous nous trouvons, pourquoi pas une zone de conservation halieutique, ça peut être une manière de voir les choses, mais moi je pense plutôt carrément à une aire marine protégée, quelque chose qui permet finalement cet fameux effet de débordement au-delà de simplement l'endroit où on se trouve. Voilà, deuxième point sur lequel donc le développeur est finalement aujourd'hui peu consulté, mais dans lequel il doit quand même prendre sa place, c'est effectivement la définition de zone de moindre contrainte. C'est vrai qu'il faut effectivement définir une zone dans laquelle l'évitement dans la séquence éviter, réduire, compenser va pleinement jouer son effet. Je ne partage pas complètement l'idée qu'une zone Natura 2000 soit une zone dans laquelle on ne puisse pas installer un projet éolien en mer. Alors pourquoi? Peut-être parce que le permis que j'ai déposé pour le projet Fécamp est effectivement un projet qui se situe en Natura 2000. Mais au-delà de ça, là, ce que dit finalement la loi au niveau européen, c'est pas une zone d'exclusion, c'est une zone dans laquelle il faut porter une attention particulière à des objectifs de conservation. Et il faut s'assurer que le projet, quel qu'il soit, que ce soit de l'éolien, que ce soit un autre projet, soit conforme avec cet objectif de protection qu'on a mis en œuvre. Voilà, donc, et finalement, quand on regarde ce qu'est une Natura 2000, qu'on soit à l'intérieur de Natura 2000 ou qu'on soit à l'extérieur de Natura 2000, vous avez vu à quelle échelle Madame Nikhil modélise les effets de l'éolien. Évidemment, le projet Coursol, il est en dehors des Natura 2000, mais vu les éléments qu'elle va modéliser, il y a forcément des Natura 2000 qui sont à l'intérieur. On est sur un milieu qui est un milieu dans lequel la mer transfère des éléments nutritifs d'une zone qui est en Natura 2000 vers une zone qui n'est pas en Natura 2000, et dans lequel les espèces sont extrêmement mobiles. Les zones Natura 2000 sont désignées en mer pour protéger des milieux, la plupart du temps aussi des mammifères marins, et d'autre part des oiseaux. Ces oiseaux circulent entre les deux, intérieur, extérieur de Natura 2000, et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, des projets qui ne sont pas forcément situés en Natura 2000 sont attaqués sur le non-respect finalement de ces directives européennes. Donc voilà, ce qui est important, c'est à l'intérieur comme à l'extérieur de la Natura 2000, prendre en compte les effets environnementaux du parc, s'assurer qu'on n'est pas qu'on ne va pas contre les objectifs de conservation qui ont été mis en place et aller dans ce sens-là. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait ça, nous, lorsqu'on a un projet qui est en dehors, je le répète, ou à l'intérieur du Natura 2000, finalement, on applique, puisque l'État aura normalement enlevé les zones qui seraient les plus préjudiciables, aura finalement fléché vers une zone où l'évitement aura déjà été réalité, et on va réduire ou compenser. Alors, je vais prendre deux effets qui sont les effets les plus mis en avant dans le cadre de l'éolien en mer, et qui est loin des aspects trophiques que Madame Nikhil avant, mais c'est le bruit en phase travaux, pour parler de la séquence évitée, et d'autre part, finalement, le risque de collision pour la séquence compensée. Alors, le bruit en phase travaux, donc comme n'importe quelle activité, finalement, on va faire des travaux qui vont générer du bruit. Ce bruit va impacter la plupart des compartiments marins, mais il y a un compartiment qui peut être considéré comme un compartiment parapluie, donc
si on protège ce compartiment, eh bien, on va protéger les autres compartiments, normalement. Ce sont les mammifères marins. Pourquoi les mammifères marins? Parce que non seulement ils écoutent, comme la plupart des espèces, mais également ils vont utiliser l'écholocation pour se diriger, d'une part, pour communiquer entre la mère et le petit, mais également aussi, c'est le cri qui tue, parfois pour pêcher. Donc, ils envoient un ultrason qui va tuer un animal. Donc, voilà, on fait du bruit pendant cette phase de travaux, et donc, du coup, il va falloir éviter, limiter, réduire au maximum nos effets sur les mammifères marins et de ce fait sur le milieu maritime. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, bien sûr, consiste à réduire le bruit à la source. Hein. Donc ça veut dire, par exemple, faire du battage avec une méthode qui permet d'éviter de faire trop de bruit, puisqu'en général, on fait du bruit lorsqu'on fait du battage de pieu, hein, lorsqu'on enfonce le pieu dans le sol. Mais au-delà de ça, on peut aussi mettre en place des systèmes autour du pieu qui permet d'éviter la propagation du bruit. Donc, le système le plus simple, hein, c'est la mise en place d'un double rideau de bulles autour de l'atelier de battage de pluie qui finalement va jouer le rôle d'une double paroi vitrée. Exactement comme on évite le bruit de la rue en mettant une double paroi, et maintenant on va mettre un double rideau de bulles qui va limiter le bruit à l'extérieur. Ça le limite, ça le supprime pas complètement, mais ça le limite et ça le met dans des limites qui évitent le dérangement des mammifères marins. Au-delà de cet exemple particulier, on peut avoir d'autres possibilités, et en particulier un système qu'on appelle le bâtard-d'eau, cofferdam en anglais, hein, qui est une double paroi, cette fois-ci physique, hein, double paroi en acier dans lequel on fait un vide d'air. Et là, on est vraiment dans l'idée vraiment du double vitrage, quoi, finalement, qui permet de réduire à 145 décibels. Notre société a mis en place cette double paroi, ce cofferdam en Allemagne, dans une Natura 2000, dans lequel il y avait un enjeu particulier vis-à-vis de mammifères marins et notamment de marsouins qui sont les plus fragiles, et donc avec une zone de mise bas. Et donc ça a été mis et ça a permis de limiter le bruit à 145 décibels. Alors c'est une unité qui est une unité sous l'eau qu'il ne faut pas rapprocher de l'unité dans l'air, mais voilà, hein, le silence est à 130 décibels et le battage de pieu est à 220 décibels sous l'eau. Donc là, en l'occurrence, on est à 145 décibels, donc il y a une limite de perception pour les mammifères marins. Donc c'est pas inaudible, mais en tout cas, c'est une limite dans laquelle ils peuvent entendre les signaux de communication entre la mère et le petit. Voilà, donc ça, c'est la manière de réduire. Et puis, dernier point, la compensation. Donc là, la compensation, on entend parfois dire c'est difficile de compenser en mer. Je pense que Madame Niki l'a démontré que par la mise en place de réserves, on peut tout à fait envisager la compensation en mer. Il y a des espèces pour lesquelles c'est plus complexe, bien évidemment, mais en tout cas, en ce qui concerne les milieux, on peut tout à fait compenser dans le milieu marin. Et compenser, c'est aussi parfois pour certaines espèces, finalement, et là je m'adresse particulièrement aux oiseaux, avec un risque de collision. On sait que le risque de collision est a priori plus faible en mer qu'il ne l'est à terre. Voilà, et donc du coup, a priori, on a des risques de collision qui sont très limités, mais qui peuvent exister. Et pour compenser ce risque de collision, on peut tout à fait recréer finalement des individus en protégeant des sites de nidification contre des prédateurs terrestres. Donc finalement, le nid pour les oiseaux marins, c'est un endroit où, autant en mer, ils savent se débrouiller, autant à terre, il peut y avoir des prédateurs qui sont plus perturbants en éliminant ces prédateurs, donc des rats, on pense aux visons d'Amérique également, espèces invasives en général, ou en protégeant, par exemple, comme on envisage de le faire sur le projet fécand, des pelouses aérohalines qui n'existent plus. On peut tout à fait favoriser la nidification et donc recréer de la biodiversité. Voilà. Donc c'est un élément. Je terminerai par les axes de recherche parce que
La profession, c'est vrai que ça fait 30 ans qu'il y a de l'éolien en mer. On est en permanence en train de s'améliorer. On est dans un processus d'amélioration continue, notamment vis-à-vis de la biodiversité. Jusqu'à il y a quelques années, l'éolien en mer était trop jeune pour qu'on puisse parler de démantèlement ou de démontage, comme on préfère dire pour l'éolien en mer. Aujourd'hui, il y a 5 parcs éoliens qui ont été complètement démontés. On a enlevé donc ces vieilles générations d'éoliennes, 1991, des éoliennes qui sont 10 fois moins performantes, bientôt même 100 fois moins performantes que les éoliennes qu'on est en capacité d'installer, qu'on a dû installer par manque de pièces détachées. Elles continuaient à fonctionner, mais il a fallu à un moment donné se séparer de ces vieux modèles. Eh bien, on a complètement démonté les éoliennes, retiré les câbles en mer, retiré les fondations qui étaient dans le sol. Je vous invite à ce propos à regarder une vidéo sur la ferme de Lély, ça s'écrit L-E-2-L-Y, donc c'est éventuellement je pourrais mettre le lien YouTube. On voit physiquement ce que ça signifie d'avoir retiré tous ces éléments. Voilà, donc ça c'est le démantèlement. Récemment, alerte tout à fait récente sur la manière dont on recycle les pales. Donc ça c'est une alerte qui date de l'hiver dernier finalement, avec des cimetières géants de pales aux États-Unis. Donc en Europe, le recyclage des pales passe par donc les pales sont 100% recyclées entre guillemets, mais ceci dit, dans ce recyclage, il y a une partie, 15% aujourd'hui, qui sont la partie liée aux fibres de verre et de carbone qu'on brûlait, qui n'est pas tout à fait un mode de recyclage qui est satisfaisant. Et bien voilà, aujourd'hui, les principaux fabricants d'éoliennes se sont engagés dans des programmes de recherche et développement pour éviter cette consommation, parce que bien évidemment, c'est sur l'ensemble du cycle de vie qu'il faut qu'on réfléchisse, et pas simplement au moment où on installe, pas simplement au moment où l'éolienne est en exploitation, mais c'est sur l'ensemble du cycle de vie, et limiter nos prélèvements, nos prélèvements, et donc favoriser le recyclage, c'est-à-dire la réutilisation des matériaux pour réaliser de nouveaux matériaux. C'est aussi un moyen d'éviter qu'il y ait de nouvelles mines qui s'ouvrent quelque part, et donc de nouveaux effets sur la biodiversité ailleurs. Voilà, donc c'est notre manière de fonctionner. On n'a pas fini ces éléments-là. On pourrait en discuter plus avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi, pour avoir montré comment WPD prend ces sujets à bras le corps et sur l'ensemble du cycle de vie. On est évidemment preneur de la vidéo sur la ferme de Lély, que je vous invite à partager dans les commentaires. Et puis, on vous remercie encore pour ces exemples de mise en œuvre de la séquence ER, c'est fort intéressant. Et je me tourne maintenant vers notre dernier intervenant, Tobias Troll de Cisatrisc, avec la question suivante. La Commission européenne a publié sa stratégie sur les énergies renouvelables, je le disais, en novembre 2020, avec une forte ambition, 60 gigawatts d'éolien en mer d'ici 2030 et 300 gigawatts d'ici 2050. Que doit faire l'Union européenne? Que peut-on faire au niveau de l'Union européenne pour s'assurer que ce développement aille de pair avec les considérations écologiques que nos divers participants ont mis en avant? Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je travaille chez Cisatrisc, qui est la plateforme européenne des ONG qui défendent l'océan. Donc, France Nature Environnement, par exemple, est notre membre français. Nous sommes très, très fiers de vous avoir, et merci Elodie pour la contribution tout à l'heure. Ma langue maternelle est l'allemand et je parle normalement au travail en anglais. Donc, désolé si je dois chercher un peu mes mots de temps en temps ou même utiliser un mot, une expression anglaise peut-être. Vu le temps qui est bien avancé, je vais me limiter à quelques observations et pas faire mon speech que j'ai prévu, qui est un résumé de notre position vis-à-vis aux éoliennes en mer, en réaction effectivement de la stratégie sur les énergies renouvelables de l'Union européenne qui a été publiée l'année passée et qui prévoit une multiplication par 25 de l'éolienne offshore à l'horizon 2050. Donc, c'est un peu
un scénario qu'on a entendu beaucoup aussi ici, une forte ambition. Je vois beaucoup de paroles autour des possibilités et c'est un peu un gold rush, hein, donc une rue vers l'or qui d'ailleurs ne profile pas uniquement au sujet de l'éolienne en mer, mais aussi au niveau de l'économie marine de manière générale. Donc je crois qu'il faut aussi prendre un peu un pas en arrière et regarder ça un peu dans l'ensemble des pressions multiples qui sont vraiment en train de s'intensifier à plusieurs fronts sur les océans, qui sont pourtant déjà dans une condition assez lamentable. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, vous regardez les rapports de l'Agence européenne de l'environnement, par exemple, où l'évaluation de la santé des mers européens, de Good Environmental Status, donc le bon état environnemental, qui était l'objectif de la stratégie cadre marin de l'Union européenne à l'horizon 2020, donc l'année passée, et qui était complètement raté donc sur tous les indicateurs. Donc, je crois qu'il faut être conscient qu'on surexploite la mer et l'océan déjà. Et ça, comme Elodie a aussi dit, donc la question de la biodiversité et la préservation de la biodiversité est une autre face de la crise climatique. Hein. Donc, on ne peut pas dire, voilà, on va résoudre la crise climatique avec l'énergie renouvelable et au détriment de la biodiversité, parce qu'évidemment, la mer, par exemple, les populations animalières, hein, donc les poissons, jouent aussi un rôle extrêmement important dans l'équilibre climatique. Je suis aussi très étonné d'entendre des propos comme les éoliennes en mer sont des aires protégées. Donc, c'est quand même des infrastructures industrielles énormes, hein, donc qui ont un impact dans la construction, aussi dans la maintenance, sur les écosystèmes. Et après, on peut voir peut-être certains effets positifs dans la longue durée, après 10 ans, etc. Mais personne n'aurait l'idée de dire, bon, alors, mettons les éoliennes en Camargue, par exemple, hein, et les flamants roses vont bien s'habituer après 10 ans. Et peut-être ils ont même des effets positifs. Hein. Donc, je crois qu'il y a aussi cette idée, la mer, bon, c'est vaste, on ne le voit pas, hein, donc c'est loin. Bon, déjà, on ne va pas s'inviter avec les populations locales qui n'aiment pas avoir la vue sur une éolienne. Donc, on la met sur la mer. Je crois que c'est très dangereux parce que les pressions sur la mer sont déjà multiples, notamment la pêche, la surpêche. On voit la surpêche, c'est une réalité. Il y a de nombreuses études qui parlent de la diminution de la biodiversité et de dégradation des écosystèmes en mer, mais évidemment aussi le transport marin, l'aquaculture, etc. Donc, tous les secteurs veulent leur part du gâteau et les considérations écologiques vont un peu en arrière-pensée, souvent. Hein. Et surtout, il faut aussi être reconnaissant qu'ils ne sont pas très efficaces. Pas uniquement parce qu'ils ne sont pas les lois et les réglementations ne sont pas faites d'une manière qui sont appliquées, mais ils sont aussi simplement pas applicables. Donc, s'il y a un territoire où, en gros, ben, la loi joue un rôle très limité, c'est la mer, c'est l'océan. Parce que là, évidemment, on est hors de vue. Et on voit ça avec plein de problèmes sur plein de domaines. Hein. Donc, et je ne vais pas vous faire le tour d'horizon, mais évidemment, c'est très difficile aussi à contrôler et à monitorer ce qui se passe sur la mer. Donc, et d'ailleurs, pour revenir aussi à la question européenne, donc, le principe de précaution est quand même dans le traité d'Europe, et donc il doit s'appliquer à toutes les activités. Et donc, je crois qu'on n'est pas assez informé et on ne sait pas
assez sur les impacts, notamment à long terme, de ces infrastructures industrielles à mettre en place dans la mer et notamment dans les zones protégées. Il y a un aspect que je trouve aussi qui n'était pas abordé du tout, je crois, si j'ai bien suivi, c'est la question, alors pourquoi on a besoin de cette énergie et comment on le produit, hein. Donc évidemment, il y avait les scénarios au début du collègue du ministère de la Transition, et donc ça c'était très intéressant, sur le mix énergétique. Qui prévoit déjà une forte augmentation de la consommation d'énergie à l'horizon 2025. Donc, je fais un peu les calculs. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours pareil parce que l'installation de la capacité, ça dépend aussi s'il faut photovoltaïque, il faut plus parce que bon, le soleil n'est pas toujours là, etc. Donc, ça, c'est clair. Mais je crois la question de l'économie énergétique, hein. Donc, ce n'est pas une fatalité de toujours consommer plus d'énergie, hein. Donc, peut-être là aussi, il y a un moyen. Et notamment, il y a des scénarios, et même ce qu'on a vu dans la présentation, qui attribuent souvent la plus grande partage dans tous ces scénarios, c'est le photovoltaïque. Pour une très bonne raison, parce que le soleil est la source énergétique voilà, qui est là en abondance, hein. Donc, et les plantes nous montrent l'exemple. Donc, la photosynthèse est quand même le système de transformation énergétique qui est le plus répandu sur la planète, hein. Et donc, évidemment, il y a énormément de potentiel. Et dans tous ces scénarios, l'éolienne en mer joue un rôle pas négligeable, mais pas très, très important non plus, hein. Donc, ce n'est pas le game changer, ce n'est pas ça qui va nous permettre vraiment de faire la transition, hein. Donc, et je crois, et notamment en France, hein, moi je suis allemand, donc il y a énormément plus de photovoltaïques, hein, sur les toits, on va partout, etc. Il y a énormément de potentiel aussi de développer des alternatives aux éoliennes en mer qui ont quand même un impact qu'on ne peut pas saisir pour l'instant. Et dernier point, je crois qu'il faut aussi prendre en compte la question de l'économie politique, hein. Donc, ces structures-là, qui les met en place, et on a entendu un peu de Rémi Casteras, hein, donc Siemens et compagnie, donc évidemment, c'est les grandes entreprises qui ont la capacité de mettre en place ces structures-là, et qui ont, voilà, c'est des gros contrats, c'est une centralisation des profits aussi, évidemment. Pourtant, sur la Terre, les éoliennes sur la Terre ou le photovoltaïque, ça permet aussi une gestion beaucoup plus décentralisée, hein. Donc, à l'échelle d'un village, par exemple, à l'échelle d'un exploitateur agricole qui peut mettre une éolienne sur son champ, hein, et avoir des revenus complémentaires, et donc pas une énorme structure industrielle, un peu à l'image des centrales nucléaires, hein. Donc, qui centralise toute la mise en œuvre et l'exploitation dans un très petit nombre d'entreprises qui ont la capacité de mettre en place ces structures-là. Donc, voilà, je me limite là parce qu'il reste 5 minutes, donc peut-être on a encore un tout petit peu de temps aussi pour échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tobias, pour avoir fait l'exercice dans des conditions particulières, puisque vous étiez le dernier à intervenir. Donc, on retient bien, on a quand même à l'esprit que les éoliennes en mer sont une source d'artificialisation du milieu marin et qu'on est loin du bon état écologique des eaux européennes et françaises. Donc, que cela doit rester un objectif primordial à atteindre. Et je suggère que l'on prenne maintenant 10 minutes pour tenter de répondre à quelques questions parmi le flot d'échanges que j'ai vu passer sous mes yeux. Alors, je vais les prendre plutôt arbitrairement dans l'ordre dont elles ont été posées, avec une première question pour Monsieur Ferrand. Comment prendre en compte réellement les impacts cumulés en amont, PPE et DSF, et non pas seulement au moment des projets? Une piste serait peut-être la réforme des documents stratégiques de façade en réalisant une planification de l'espace maritime
qui intègre véritablement l'éolien en mer en suivant les exemples de planification en Allemagne et aux Pays-Bas? C'est une question de Nicolas Boilet de l'UMR Amur. Alors, je vais essayer de répondre très vite. Mais enfin, très concrètement, dans ce nouveau cycle de planification avec la révision de la PPE et des DSF, l'idée, c'est de bien essayer de prendre en compte le plus possible en amont les enjeux biodiversité. Et donc, c'est quand on évaluera le potentiel éolien en mer par façade, c'est de déjà avoir un peu une idée de ce que les enjeux biodiversité nous permettent ou ne nous permettent pas. Et donc, c'est pas d'avoir une approche très grossière où on diviserait, enfin, on fermerait dans des kilomètres carrés de mer, très, très grossier. Donc, l'idée, c'est bien essayer de le prendre en amont. Lors de l'exercice de révision des DSF, c'est pareil, pour une nouvelle carte de potentiel, c'est aussi de s'appuyer sur toutes les données dont on dispose déjà, et on commence à en avoir plus grâce aux parcs existants, grâce aux études d'impact qui sont déjà en cours de réalisation, même quand le parc n'est pas encore là, pour justement voilà, identifier déjà des zones où il y a des enjeux particulièrement importants de biodiversité et celles où au contraire on pense qu'il y en a moins. Et par contre, il y aura toujours l'étude d'impact requise au moment du projet, où là, les études seront quand même faites plus finement, et là, l'autorisation sera délivrée avec des mesures ERC qui seront imposées en plus. De toute façon, il ne s'agira pas de faire toute la démarche d'étude d'impact avant, au moment de la planification. Il s'agit effectivement de mieux prendre en compte les enjeux de biodiversité à cette étape. Merci beaucoup pour cette réponse. Je me tourne maintenant vers Élodie, puis également peut-être Nathalie Likil qui pourrait y répondre. Il semble que la France n'ait pas décidé de fermer les parcs à la pêche. Quelle est votre position? J'ai vu qu'il y a eu quelques échanges dans le chat sur l'intérêt ou non de les fermer à la pêche en vue d'un effet récif préserve et de quel retour d'expérience on dispose sur les impacts sur la pêche alentour lorsqu'ils ont été fermés. Alors, pour finir sur la réponse de la question précédente, je dirais que ce qu'on attend des services de l'État, c'est vraiment que les DSF soient opérationnels pour pouvoir planifier l'éolien. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Donc, il faut vraiment avancer sur l'impact des activités existantes. Ensuite, l'éolien pourra se placer comme les autres, mais aujourd'hui, les activités maritimes ancestrales et terrestres, d'ailleurs, qui ont un impact sur l'océan, n'ont pas pris leur responsabilité et ne sont pas engagés dans la séquence éviter, réduire, compenser. Ce ne serait pas normal que ce soit l'éolien offshore qui fasse le calcul des effets cumulés et qui soit soumis à faire toutes les études d'impact pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. Sur la question de la pêchabilité des parcs éoliens, nous, on a beaucoup échangé avec les pêcheurs, notamment en Manchester, mer du Nord, pour voir avec eux qu'en effet, il pouvait y avoir des effets réserves et récifs qui pouvaient être très intéressants et que de toute façon, les arts traînants seraient très compliqués dans les parcs éoliens parce qu'on peut très bien, pour des questions de sécurité, les chalutiers prendre leur chalut pélagique ou leur chalut les accrocher à la fois dans les piliers des éoliennes, que ce soit des jackets ou des monopieux, et qu'il y avait un vrai souci. Et en tous les cas, on sait que sur les parcs flottants, ce sera aussi très, très compliqué. Donc, ça peut être l'occasion aussi d'avoir une forme de pêche qui soit autorisée, mais qui soit une pêche un peu plus durable, donc avec des prises, enfin des techniques qui soient plus sélectives sur les prises. Et en tous les cas, on aimerait quand même avoir un vrai débat sur la pêchabilité des parcs éoliens en France parce que ça n'a jamais eu lieu. Et or, l'espace maritime n'est pas l'espace privé des pêcheurs qui vont déjà bénéficier beaucoup des taxes sur l'éolien offshore.
et qui en seront les principaux bénéficiaires. Donc, on aimerait plutôt que ces taxes aillent à l'amélioration de la connaissance de la biodiversité et à la mise en œuvre des mesures ER et avant d'utiliser des mesures de compensation. Voilà, donc là, il y a un vrai enjeu d'échange public au sein d'un grand débat pour savoir s'il faut que l'État accepte et sous quelles conditions la pêchabilité de certains parcs éoliens et avec quel type d'engin. Parce que voilà, si ça peut avoir un effet récif et un effet bénéfique pour une partie de la biodiversité halieutique, autant que tout le monde en profite. Merci, Élodie. Oui, si je peux prolonger la réponse, je suis entièrement d'accord avec ce qu'Élodie vient de dire et je crois que c'est vraiment le point central, c'est-à-dire que la fermeture ou ouverture, de toute façon, ça doit être fait en forte concertation avec l'avis des intéressés directement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le retour d'expérience des parcs de la mer du Nord ça fera une base de réflexion intéressante pour se baser vraiment sur une mesure concrète de l'intérêt qu'il peut y avoir en bordure du parc en termes de zone de débordement. Il y a un débat en particulier sur le fait que cet effet qui est vraiment concrètement une augmentation de la production à l'extérieur du parc et pas simplement un déplacement des espèces attirées par la zone. Donc là aussi, il reste quand même un certain nombre de questions dont on parle sur des simulations, mais avec une certaine incertitude. Et donc, c'est important de faire évoluer à la fois notre description scientifique, mais en interaction directe avec l'expérience des pêcheurs de la mer du Nord. Et juste pour compléter aussi par rapport à la remarque de Tobias Troll tout à l'heure, mes propos n'allaient pas jusqu'à ce qu'en a fait Rémi Casteras dans son intervention. Je parlais d'un effet bénéfique potentiel de l'effet réserve. Je n'assimilais pas ça pour autant à la mise en place d'une aire marine protégée telle qu'elle. C'est sûr que ça devient une zone qui n'est plus naturelle. Je suis entièrement d'accord avec ces propos là-dessus. Merci beaucoup pour cette réponse. On comprend bien l'enjeu d'acquisition de connaissances, au-delà de la simple modélisation et même de retour d'expérience sur les parcs à l'étranger. C'est l'un des objectifs de l'Observatoire éolien en mer. Et justement, Monsieur Ferrand, on avait une question de Françoise Gay au début de cette réunion sur la source de financement de ce programme Observatoire éolien en mer. Quelle est-elle? D'où viennent ces 50 millions d'euros que vous avez mentionnés? Oui, donc ce sera financé sur le budget d'État, c'est ce qui est prévu. Et peut-être juste un mot sur la pêche, pour dire effectivement que la doctrine de l'État à ce stade, c'est bien que la pêche reste possible dans les parcs éoliens, c'est un point important. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle est possible sans restriction, hein, comme Martin Poustil l'a dit, il y a un certain type de pêche localement qui pourront être moins favorables dans tous les parcs. Mais par contre, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai de dire qu'il n'y a jamais eu de débat sur la question. Il y a des débats publics avant chaque parc. Alors, il n'y a pas eu un débat spécifique là-dessus, je suis d'accord. Mais je veux dire, la question de la pêche est largement abordée lors des débats publics. Le public peut tout à fait s'exprimer sur ce point. Très bien, merci beaucoup. Et je vais adresser une dernière question à Rémi Castera. On avait des questions au sujet du fameux démontage, de la fin du cycle de vie de ces parcs éoliens. Est-ce que l'on connaît les impacts des démontages de ces pieux sur la biodiversité? Ou est-ce justement un enjeu d'acquisition de connaissances? Finalement, les opérations d'installation des éoliennes sont tout à fait similaires aux installations de démontage des éoliennes, hein, si on va par là. Maintenant, il y a des questions qui sont un petit peu plus précises que ça, et en particulier, si on parle d'effet récif, une des questions reste, qu'est-ce qu'on fait finalement? Autant enlever l'éolienne est une évidence, autant enlever la fondation jusqu'à
une certaine profondeur peut se poser. Est-ce que c'est comme, voilà, c'est exactement le même principe que les épaves en mer constituent des récifs artificiels. Est-ce que, voilà, quel est aujourd'hui le devenir de ces voilà, de ça, il faut le voir. Je crois que dans le cadre des projets éoliens en mer français, c'est assez clair. L'État, dans le cadre des appels d'offres numéro 1 et numéro 2, a demandé de provisionner des montants financiers pour que ça soit réellement à la charge des développeurs. Donc c'est provisionné, c'est-à-dire coincé sur un compte. Et donc si jamais le développeur était défaillant, ou si le producteur d'énergie était défaillant, l'État irait chercher l'argent pour démanteler aux frais de l'argent qui a été provisionné. Et donc, du coup, l'État demande 5 ans avant la remise en état du site et finalement le démontage des éoliennes, une nouvelle étude avec les informations disponibles pour statuer, et notamment statuer sur ces voilà, ces éléments qui sont sous l'eau et qui pourraient finalement faire de l'effet récif. Donc du coup, ça passera probablement par finalement une évaluation environnementale de l'état, la qualité de ces récifs et à nouveau de la modélisation pour essayer de comprendre finalement quel peut être l'effet global de ces récifs, de ces fondations sur le milieu. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je vois que les échanges fourmillent, mais malheureusement, nous avons déjà dépassé l'heure et je sais que chacun est très pris par d'autres obligations. Je suggère donc qu'on mette fin à ce rendez-vous Océan et Climat et je tiens en premier lieu à remercier nos participants pour la grande qualité de leur présentation qui se sont très bien complétées à mon sens. Je vois qu'il y a de nombreuses questions, donc on va tenter de traiter dans le Policy Brief en français et en anglais qui paraîtra suite à ce rendez-vous. Je remercie également le public pour sa participation. Je vous invite à faire un grand tonnerre d'applaudissements virtuels. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous Océan et Climat. Au revoir.